Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé à Bruxelles mercredi pour des discussions urgentes sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Personne ne croit que l'Ukraine récupérera la Crimée, a déclaré José Manuel Barroso dans une interview à retrouver la semaine prochaine sur Euronews dans l'émission Europe Conversation. Des frappes russes massives ont touché 8 régions ukrainiennes dans la nuit de mardi à mercredi, dont la capitale, Kiev. En Allemagne, un accord a été trouvé entre le syndicat IG Metall et le patronat sur des hausses de salaire pour des millions d'employés dans l'industrie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé à Bruxelles mercredi pour des discussions urgentes avec les responsables de l'UE et de l'OTAN sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Les responsables s'attendent à un changement de politique concernant le soutien des États-Unis à l'Ukraine et à l'OTAN quand Donald Trump reprendra possession de la Maison-Blanche. Dans les mois qui précèdent la fin du mandat du président Biden, les démocrates tentent de mettre en œuvre autant de priorités qu'ils le peuvent pendant qu'ils détiennent la majorité au Sénat. Lors de son passage à Bruxelles, Antony Blinken a exposé les grandes lignes d'une aide supplémentaire des États-Unis à l'Ukraine avant le mois de janvier. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. That was in September. Another almost $500 million just a few weeks ago. And President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'instabilité en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Indo-Pacifique était de plus en plus interconnectée, soulignant que Moscou achetait des biens à double usage à la Chine et de la technologie de drones à l'Iran. Personne ne croit que l'Ukraine récupérera la Crimée, a déclaré José Manuel Barroso lors d'une interview pour Euronews. L'ancien président de la Commission européenne a exercé ses fonctions de 2004 à 2014, période durant laquelle le président russe Vladimir Poutine a mené des incursions en Géorgie et en Ukraine. Selon José Manuel Barroso, la Crimée est un cas particulier, ce qui explique pourquoi les États membres de l'Union européenne n'ont pas sanctionné la Russie après l'annexion de la péninsule. What do you think of the period, I suppose? I mean, do you think that the warnings weren't taken seriously? Was there a belief that in 2014 maybe we shouldn't escalate by applying such extreme sanctions against Russia for Crimea? It's very easy today to say what should have happened afterwards because we did not at that time have the information. We have to see what was possible at that time. The reality is that the governments were not ready to go further. That is the reality. The Commission will be ready to go further. But the governments were not ready to go further because of their own interests and probably because they thought, and that's instinct, that what I'm going to say now, it's delicate, but I'm going to say it. Because at least in the back of our minds, or the minds of the European governments, was the idea that Crimea is a special case. That's why today, honestly, nobody believes that Ukraine is going to get back Crimea. That's the reality. And what should we do now? We should support Ukraine. And whatever happens with our American friends, we should support Ukraine. Because if not, it's not only going to be a tragedy for Ukraine, it's a very important country, but it's a tragedy for Europe. And it's going to be the best possible offer we give to the movements against democracy, against international law, against also our own values. If Russia and others that are now supporting Russia continue to say all over the world, including in the so-called global south, that Europe and the West, they are gone, they are decadent, they no longer count, democracy is completely corrupt ideology. La suite de cette interview est à retrouver la semaine prochaine dans l'émission Europe Conversation d'Euronews. Des frappes russes ont touché 8 régions ukrainiennes dans la nuit de mardi à mercredi, dont la capitale, Kiev. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 6 missiles balistiques et 90 drones ont été utilisés lors de l'attaque. Alors que le conflit ne montre aucun signe d'affaiblissement, la candidate au poste de chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré mardi que la victoire de l'Ukraine était une priorité pour l'UE.
Lors de son audition devant le Parlement européen, elle a affirmé que l'Union devait continuer à fournir autant d'aide militaire, financière et humanitaire que nécessaire à Kiev. Le secrétaire d'État américain sortant Antony Blinken a par ailleurs promis mercredi une réponse ferme à la présence de 10 000 soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk. Le ministre russe de la Défense a diffusé mercredi des images de nouvelles frappes aériennes dans cette zone frontalière que Moscou tente de reconquérir depuis l'incursion surprise de l'armée ukrainienne au mois d'août. Enfin, dans la partie annexée de Sébastopol, des sources russes rapportent que l'officier supérieur de la marine russe Valery Trankovski a été tué dans l'explosion d'une voiture. Les enfants de Gaza qui ont été amenés au Liban pour soigner leurs blessures se retrouvent aujourd'hui pris dans une autre guerre avec de graves conséquences pour leur santé mentale et physique. Après qu'Israël a étendu sa guerre de Gaza au Liban, les familles gazaouis y voient maintenant des destructions qui leur rappellent leur pays. Hassan Aboussita, chirurgien britannico-palestinien actif à Gaza, a facilité l'arrivée de nombreux enfants au Liban. We've tried to keep them as close to the hospital and shield them because it is. I mean, there's a sense that they've been through it before, and they there's a lot of work that was done in terms of mental health and post-traumatic stress, and so it's been tough on them. And it's also been tough on them not knowing whether their treatment is going to continue or not. La fondation Hassan Aboussita a arrêté d'amener des enfants palestiniens blessés au Liban, mais continue de traiter les patients existants tout en se tournant vers le traitement d'un plus grand nombre d'enfants libanais. Plus de 1200 enfants libanais ont été blessés depuis octobre 2023. Donald Trump a annoncé confier à Elon Musk le département de l'efficacité gouvernementale. Le propriétaire de SpaceX, Tesla ou encore du réseau social X aura pour objectif, selon le communiqué publié par le président élu, de démanteler la bureaucratie gouvernementale et de réduire les dépenses jugées inutiles. Il sera accompagné pour cela de Vivek Ramaswamy, homme d'affaires qui était candidat à la primaire républicaine. Les deux hommes ne seront pas intégrés au gouvernement, ils agiront comme conseillers de la Maison-Blanche pour une mission qui doit se terminer au plus tard en juillet 2026. Elon Musk a été l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump durant sa campagne, injectant plus de 130 millions de dollars selon la Commission fédérale électorale. Autre nomination ces dernières heures, celle de Pete Hegseth à la Défense. L'actuel présentateur de Fox News a servi l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Robert Habeck a participé au Web Summit à Lisbonne pour discuter de l'avenir politique de l'Allemagne. Le propre avenir du vice-chancelier allemand semble des plus incertains depuis l'éclatement de la coalition gouvernementale du pays. Alors que des élections législatives anticipées se tiendront le 23 février prochain, Robert Habeck se dit prêt à discuter avec tous les partis. Don't be ashamed to cooperate. That is the whole sense of democracy, that people are coming together, that parties are coming together and sharing their views and finding compromises and then move on. I would say right now in Germany everything is possible. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le prochain gouvernement devra œuvrer pour une Europe plus forte, selon Robert Habeck. People who are trying to destroy the image of the European Union are trying to destroy the possibility of freedom in Europe. So Germany's role is to help Europe to unite. We have a serving leadership. No final de 2021, quando ajudou os verdes a chegarem ao poder, Robert Habeck era o político mais popular da Alemanha pós-Merkel. Mas a invasão russa da Ucrânia abriu uma crise energética que o fez ceder aos combustíveis fósseis. A taxa de aprovação caiu a pique e para isso também muito contribuiu a retração económica. No próximo fim de semana, Habeck até deve ganhar a corrida interna para ser o candidato dos verdes a chanceler. Bem mais difícil será manter-se no governo do país. As sondagens, lideradas pelos conservadores da CDU, dão apenas 10% aos ambientalistas. João Azevedo, Euronews, Lisboa.
IG Metall, le plus grand syndicat industriel d'Allemagne, est parvenu à un accord sur un conflit salarial dans l'industrie métallurgique et électrique du pays. Après des semaines d'âpres négociations, l'accord conclu prévoit une augmentation salariale de 5,5% pour les 25 prochains mois. Wir haben in einer extrem schwierigen Situation mit sehr weit auseinanderliegenden Positionen die ganze Nacht hart und intensiv gerungen und wir haben Lösungen geschaffen. Les travailleurs avaient initialement demandé une augmentation de 7% sur une période de 12 mois. En réponse, les employeurs avaient proposé une augmentation salariale de 3,5% sur une période de 27 mois. Wir haben in vielen Fällen die Regelungen, die wir heute schon haben, die seit 2018 in der Tarifwelt vereinbart worden sind, weiterentwickelt. Des millions de salariés d'entreprises telles que Mercedes-Benz, BMW ou Siemens seront concernés par cet accord. Des centaines de milliers de salariés dans toute l'Allemagne ont participé à des grèves d'avertissement au cours des dernières semaines. Le chef de l'Église d'Angleterre, Justin Welby, annonce sa démission. Une enquête a révélé qu'il n'avait pas signalé à la police, dès qu'il en avait eu connaissance, les abus physiques et sexuels en série commis par un bénévole dans le cadre de camps d'été chrétiens. Ces abus auraient eu lieu en Angleterre et en Afrique en 2013. J'espère que cette décision montre clairement à quel point l'Église d'Angleterre prend au sérieux la nécessité d'un changement et notre engagement profond à créer une Église plus sûre, a-t-il déclaré ce mardi. La pression s'était intensifiée sur l'archevêque de Canterbury depuis jeudi, alors qu'il refusait d'être tenu pour responsable de la situation, une attitude qui avait suscité une vive indignation. Un rapport publié en 2022 dans une enquête indépendante sur les abus sexuels commis sur des enfants a révélé que la déférence à l'égard de l'autorité des prêtres, les tabous entourant la discussion sur la sexualité et une culture qui soutient davantage les auteurs présumés que leurs victimes ont contribué à faire de l'Église d'Angleterre, je cite, un lieu où les auteurs d'abus pouvaient se cacher.